Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix ici tourmentelante. Elle avait des yeux d'opale qui fascinaient, qui avaient l'ombrage de son visage pâle, de femme fatale qui fut fatale, de femme fatale qui fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparés. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillée en son temps, j'ai baisé sur mon front brûlant, j'ai baisé sur mon front brûlant. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparés. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, ah là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue? Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors que on est parti. Bien, c'est à vous. À vous de raconter votre vie. C'est vous la première. Bon, je commence. Vous m'avez dit que j'étais bien dans ma petite maison, mais autrefois, on habitait à Bordeaux, dans une maison ancienne, avec un parquet magnifique, mais taché de mercurochrome, que je n'ai jamais pu récupérer. Alors, le propriétaire nous a dit, puisqu'il est dans cet état, je vous le loue à moitié prix. À moi. Je suis née en 1949 dans un petit appartement à Paris, rue Saint-Maur. J'ai grandi dans une famille ouvrière. Ma mère s'appelait Germaine. Son premier mari était marin au long cours. Et il avait le défaut de beaucoup de marins au long cours. Il était alcoolique. Ma vie, mais c'est des rencontres. La rencontre avec Milos Forman. Toute une nuit de tournage avec lui et avec l'accordéon. La guerre, moi, je l'ai vue. J'étais petite. Paris était occupé. On voyait les Allemands. Et ma mère nous a menés, avec mon petit frère, chercher du lait rue Tournon, au marché noir. C'était une époque. Ce sont des souvenirs. Ce qui me vient à l'esprit, car tout le monde en a parlé autour de moi, c'est peut-être la photo. Je ne vois pas ce que je pourrais raconter d'autre. Donc, je me suis mis à la photo. Je suis né en 1927, au Chili. J'ai eu 4 frères et 2 sœurs. Seuls 2 sont encore vivants, mon frère et moi. Mon père, il était tapissier, et ma mère, elle était couturière. D'ailleurs, en parlant de ma mère, je vais vous Un jour, ma mère, elle a dit à mon père, ta fille, ce n'est pas ta fille. J'avais 14 ans. Et mon père, il lui a répondu, puisque c'est comme ça, ta fille, tu l'élèveras toute seule. Et il est parti. Il n'a plus jamais voulu me revoir. Des choses exceptionnelles pour l'époque, ma mère, elle a divorcé. Et quand elle a rencontré mon père, elle n'a plus jamais travaillé. C'était rare dans la classe ouvrière d'avoir le temps de s'occuper de sa maison, de ses enfants.
Moi, je m'échappais souvent de l'école de Sainte-Croix. J'aimais pas y aller. Je suis gaucher. J'ai reçu des coups sur les doigts. J'ai reçu des coups sur la tête avec des règles. Les instituteurs étaient violents. Mais moi, mon père, il était militaire. Et il a rencontré le général de Gaulle. Alors moi j'ai toujours cherché à progresser, donc quand il a fallu, je suis passée de l'argentique au numérique. Et puis un jour mon frère m'a dit, mais pourquoi tu ne développes pas tes photos toi-même? Je l'ai fait, je progresse. Et puis il y a eu le coup d'État au Chili. Et moi j'ai dû me cacher, parce que je me battais pour la liberté. Je me battais pour l'égalité. El pueblo, unido, jamás será vencido. 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 El pueblo. C'était mon petit bonheur à moi. Et puis l'après-midi aussi, ma mère faisait des gâteaux. Moi je ne vous ai pas dit, mais moi j'allais à la messe en réaction contre le père. Parce qu'il était athée communiste. Et ma mère, croyante légère. Ouais. Ben oui, mais tu sais que moi, l'alcoolisme, ça vient du côté familial. Et le grand-père, c'était le vin blanc. Moi, je suis plutôt vin rouge. Et ma mère avait tendance au vin blanc. Mais je sais pas s'il était gentil, mon père. Je sais pas. Moi, mon père, il avait toutes les qualités. Ma mère, elle était méchante.
elle ne m'aimait pas. Elle n'avait qu'une idée en tête, c'était que je meure. En fait, j'étais un accident. Si, elle m'a aimée. À la fin, quand elle a eu besoin de moi. Mais n'en parlons pas de ma mère, parce qu'une maman, je ne sais pas ce que c'est. Vous savez où il m'emmenait, mon papa? Non. Eh ben, il m'emmenait souvent au Sénat. Au Sénat. Ah, j'étais fière de mon père. Mon père, c'est pas mon géniteur, c'est celui qui m'a élevé, qui m'a ouvert les yeux. J'étais fière de lui. Ma mère, elle était plutôt... elle nous a élevés, mon frère et moi. Hein. Elle était... Et puis mon père, il avait des relations. Mais ma mère, elle était... comme grand-mère, elle était très attachante. Hein. Mais comme mère, elle était... Éloignée. Voilà. Indifférente. C'est ça. Distante. Ouais, tout ça. Mais mon père, c'était un bon père. D'ailleurs, il a voulu me donner son nom. Moi, je pense là. Est-ce que je vous ai déjà parlé de Tante Titine? Forcément, je vous en ai parlé. Ouais, non, jamais. Quoi? Mais non. C'est vrai? Non. Vas-y, dis-nous. Tante Titine. Ouais. Mais vraiment, vous me faites une Mais blague? non, vas-y. Tante Titine, c'était la sœur de ma mère. Elle était beaucoup plus libre et franche que ma mère. On pouvait parler avec elle de tout. Je la revois élégante, avec sa clope au bec, le rouge sur les lèvres. Et elle était mariée avec un homme qui était drapier. À l'époque, les drapiers, ils passaient leur temps sur les routes, ils vendaient des trousseaux pour les mariages. Et puis, toute la semaine, il faisait son métier, puis il rentrait le week-end. Sauf qu'un jour, il n'est pas réapparu. Aucune nouvelle. Disparu, relativisé, envolé. Tante Titine, elle a dû déménager dans un logement social. Elle a dû trouver du travail. Et elle a élevé toute seule mes 5 cousins. 5 cousins. Bon, la vie s'est réorganisée. Parce que ma tante Titine, elle a de la poêle. Et elle se faisait respecter même des hommes. Et puis, un beau jour, on sonne à la porte. C'était 10 ou 12 ans après. Qui est là? Le blondé. Pas du tout. Son amant. Non. Son amant. Ah, certes, elle en a eu, mais c'était pas son amant ce jour-là. Alors, je la porte. Tac. Son mari. Qui revient aussi. C'est un passé particulier. Ils allaient passer à table. Et mon oncle demande aux garçons de lui montrer leurs mains. Comme ça. Comme ça. Ok, pour vérifier qu'elles étaient propres avant de manger. Puis il demande à Titine, tu rajouteras un couvert. Les sauces se passent comme ça. Ça dure 2 ou 3 jours. Puis il est disparu. Comme la première fois. On ne l'a jamais revu. Mais ça, j'en reviens pas. Ah, une sacrée femme. Mais attends, tu sais, moi, je vais te raconter un peu comment ça se passait dans ma famille. Tu sais, ma mère, elle n'était pas excessivement affectueuse. Je n'ai aucun souvenir d'elle, de câlins le soir avant d'aller me coucher, de jeux. Non, jamais.
aucun souvenir de ça. Mon père, lui, alors là, c'était comme tous les hommes de cette génération. On ne montre pas. Mais bon, il avait bien de temps en temps un petit geste vis-à-vis de ma mère, un petit bisou vis-à-vis de moi. Mais bon, moi je dirais que dans cette famille, il y avait un manque de circulation d'affection. Eh oui, mais bon, Bon, allez, ça. c'est pas grave. Allez, moi je vais Ah. Allez, allez, allez. Oh, les filles, là, oh. Vous avez vu cette belle journée, là? Oui, c'est sûr. Tu sais, j'ai quelque chose à te dire. Tu sais que tu as de la chance. Tu sais que tu as de la chance de te marier avec ma fille. Tu sais, je ne suis pas du genre à raconter ma vie. Hein. Mais ma fille, tu vois, c'est quelque chose pour moi. Elle est belle, elle est intelligente. Tu vois, quand elle rentre dans une pièce comme ça, mais ça rayonne. Elle va me manquer. Ah oui, elle va me manquer. C'est sûr. C'est sûr qu'elle va me manquer. Tu sais, ce que je te dis là, maintenant, je lui ai jamais dit à elle. Je lui ai jamais dit que je l'aimais. Je sais que c'est bête, mais j'y arrive pas. Comme ça. J'y arrive pas. Oh, il est fameux celui-là. Tu m'en mets 2 caisses. J'y aille les amis, je suis pressée. J'ai mon train. Mais j'arrive, je te suis. On va manger. Bon, à bientôt. Allez, à la prochaine. À la prochaine. À la un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopillon, une cuisinière avec un four en verre, des tas de cuillères et des traînes à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un générateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre, un avion pour deux. Et nous serons heureux. Oh oui, on va déménager. Ah, j'y crois pas.
vois pas comment ça va être, mais je sais que ça va être bien. On va déménager dans la toute nouvelle résidence construite par EDF pour les salariés d'EDF. Comme mon papa. Oh, j'y crois pas. Allez, on va essayer de se faire une image de comment ça sera. Avec mes jouets. J'adore faire ça. Une cuisine intégrée. Oh, avec le four à l'intérieur et tout. Ici, ce sera la cuisine. Oh maman, tu vas être contente. Bien sûr. Ah. Oh là là. Quoi d'autre. Oh. Ceci est un frigidaire. Un frigidaire avec même un bac de congélation. Alors, on va le mettre là. Maman, tu vas être contente. Oh là là. Fini la livraison des blocs de glace en été. Fini les sachets de denrées comme ça qu'on pose sur le rebord des fenêtres en hiver. Tout sera là. À la parfaite température de conservation. Oh, j'y crois pas. J'y crois pas. Un canapé, car nous aurons un salon séparé de la cuisine. Qu'est-ce donc? Oh, le fauteuil de papa. Oh, ben justement, le voilà. Je vous présente papa. Il rentre du travail. Oh, papa, je t'installe sur le canapé. Il est bien là, il est bien. Il est bien. Une petite chaise de cuisine. Attention. Oh, ben ça c'est maman. Moi je vous présente maman. Oh, maman, tu vas être contente, regarde. Regarde. Oh, je vais même t'asseoir pour que tu puisses admirer ta cuisine comme ça. Frigidaire. Ceci, vous voyez bien, ceci est une baignoire. Une baignoire qui sera évidemment dans la salle de bain. Oh, une baignoire dans laquelle je vais pouvoir me détendre avec une eau à la parfaite température. Également, j'y mettrai un produit qui fait de la mousse. Oh, parce que jusqu'à maintenant, c'est le samedi dans la bassine en zinc que maman me frappe. Oh, la baignoire. Oh, mais justement, me voilà. C'est moi. En fait, ça, c'est moi après qu'on aura déménagé. Bon, pour l'instant, je m'installe dans la baignoire, forcément. Tac. Que personne ne me dérange. Je trempe. Je triche un peu, je regarde. Bon, ça c'est un lave-linge. Un lave-linge. Voilà, plus besoin de la bassine, là, tout ça. Hop, hop, on met tout dedans. Un petit coup de produit et on la coupe. Hop, un linge. Je me mets dans la salle de bain. Oh, tu es bien là, toi, hein? Oh, oui, tu es bien. Tu le sens. Allez, on en finit? Avec, mesdames et messieurs, une télévision. Un téléviseur, je ne sais pas comment on dit. Avec des petits boutons pour changer de chaîne. Alors là, bien sûr. Face à toi, papa. Face à toi. Allez. Hop. Je trempe toujours. Et puis, alors, cerise sur le gâteau. En bas de la résidence, nous aurons, nous, les enfants d'EDF, un square de jeu, rien que pour nous, avec un toboggan, avec un bac à sable, avec des balançoires, j'imagine. Ma fille! Attends, oui? La télé est arrivée, viens vite! Quoi déjà? La télé? La télé! Attends, je range mes cheveux.
un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopillon, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gauche, un avion pour deux, et nous serons heureux. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Et bienvenue à notre émission, Les Cahiers de l'Histoire. Ce soir, notre émission est consacrée à l'année 1971. Ah, l'année 1971. Elle fut particulièrement marquante pour la vie des femmes, que ce soit sur le plan de leur sexualité, que sur le plan de la contraception. Mais avant de continuer cette merveilleuse émission, je vous propose que nous regardions un extrait du journal télévisé du 4 avril 1971. Extrait. 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 L'extrait, qu'est-ce qui se passe? Oh, Lola! T'es où, Lola? T'es où? T'es pas vu là? T'es pas vu là? Ah! Elle est là! Lola est là! Oh, Lola! Lola! On va passer à l'ORTF! Oh là là! Oh, mais t'es belle! Oh, mais tout! Oh, laisse-moi te pomponner! Laisse-moi te pomponner! Oh Lola, regarde. Et alors, l'extrait, alors, ça vient, oui ou non? C'est pas vrai. Je suis là, à la télé, pour vous annoncer que le 5 avril 1971, le Nouvel Observateur a publié manifeste. Dans ses colonnes, un manifeste signé par 343 femmes. Et que tu es loin de moi, Igor. 343 femmes, connues ou non connues. Parmi lesquelles nous avons Simone de Beauvoir, Françoise Sagan, Jeanne Moreau, Brigitte Fontaine, Nadine Trintignant, nous avons aussi Hélène. Hélène Ourakis. Et moi aussi, je suis journaliste. Je suis avec toutes les célébrités. Avec Jeanne Moreau. Oui, viens que je te raconte. Ce qui se passe. Ah Lola. Oui. Oh, tu m'avais pas dit ça. Oh, mais je t'ai pas tout dit. Un million de femmes avortent chaque année en France. Elles le font dans des conditions dangereuses, à cause de la clandestinité à laquelle elles sont condamnées. Alors que cette opération pratiquée sous contrôle médical est des plus simples. On fait le silence sur ces millions de femmes.
Je déclare être l'une d'entre elles. Je déclare avoir avorté. De même que nous réclamons le libre accès à la contraception, nous réclamons l'avortement libre. Avortement libre. Avortement libre. Avortement libre. L'avortement libre. Sexualité. Liberté. Sexualité. La majorité était à 21 ans. Alors si on voulait vivre une histoire d'amour, la seule solution, c'était le mariage. La sexualité, on n'en entendait jamais parler, ni à la maison, ni à l'école. On était au courant de rien. Le sexe, zéro. Moi, le jour où j'ai eu mes premières règles, je me souviens, j'avais 14 ans, j'étais dans le bus, je revenais du lycée, et là, je sens quelque chose qui coule entre mes jambes. Je mets la main discrètement, je regarde, du sang, mais panique à bord. Moi, je suis tombée enceinte très rapidement. Je crois qu'on a fait l'amour au mois de mars, et au mois de juin, j'étais enceinte. Après 3 ou 4 rapports sexuels, pas plus. Alors une gynécologue, un jour, m'a dit, « Madame, vous êtes faite pour faire 13 gosses à la semaine. » Et au moindre écart, eh ben bingo. Enceinte. Mais moi, je n'avais pas du tout envie d'avoir des enfants, je voulais vivre ma vie. Je devais me marier au mois de septembre, mais c'était pas pour avoir des enfants, c'était pour vivre ma vie. En parler à mes parents, impossible. Alors la seule solution, les combines. Les combines, parlons-en des combines. Moi, quand ça m'est arrivé, heureusement qu'un copain d'un copain m'a donné une adresse d'un médecin marron. Un médecin marron, c'est un médecin qui a pratiqué des avortements de façon illégale et il ne peut plus exercer, il n'a plus le droit. Alors, eh bien, il travaille au noir pour gagner sa vie. Et moi, je me suis fait avorter. J'ai eu des saignements. Alors, mes parents, ils ont appelé le médecin. Et le médecin, il a tout de suite compris. Il a appelé une ambulance. Et l'ambulance, elle m'a amenée à l'hôpital. Et là, à l'hôpital, comme il y avait des médecins qui étaient contre l'avortement, ils m'ont laissé dans le couloir, voilà. J'étais là, tranquille. Mais je souffrais, je saignais, j'appelais, personne ne venait. Tout le monde passait là. Et moi j'avais mal, je tombais du lit, j'étais pas bien, je faillis mourir. Mais je m'en suis sortie. Je m'en suis sortie. Mais il ne faut pas oublier, mesdames et messieurs, que plein de personnes, plein de femmes encore meurent parce qu'elles ne peuvent pas avorter dans des conditions dignes de ce nom. Mon corps, mon choix. Mon corps, mon choix. Mon corps, mon choix. Mon corps, mon choix. La pilule est arrivée, tellement belle la pilule. Qui veut la pilule, en vente de flash, la pilule, madame, la pilule, non, il n'y a pas de, la pilule, hop là, allez, hop, hop, la pilule, hop là, oui, ça c'est la pilule pour homme, tenez, hop, la pilule est arrivée, demandez la pilule, vente de flash, la pilule, tenez, demandez la pilule. Et le 18 décembre 1975, la loi Veil sur l'interruption volontaire de grossesse a été définitivement adoptée par l'Assemblée nationale.
Émission aujourd'hui, madame. Oui. Bon, le thème de notre émission d'aujourd'hui, c'est le travail au féminin. Alors, travail choisi, travail subi, travail égal, salaire égal, autant de sujets que nous allons aborder grâce au témoignage de nos invités. Alors, si je pouvais avoir un micro au niveau de la technique, voilà, merci beaucoup. Alors, ça peut aider pour interviewer. Oui, branchez-moi ça possible. Donc, alors, pour commencer, je me permets d'inviter Pierrette. Alors, Pierrette, alors, d'après mes informations, on pourrait dire que finalement vous êtes parti du fourneau pour aller jusqu'au stylo. N'est-ce pas, on peut dire ça? Le fourneau, non, pas vraiment, mais le stylo, oui. Ah, quand même. Oui, je vais vous expliquer. Oui, allez-y, allez-y. Mon mari était guide culinaire. Alors au début, je l'assistais un peu, je prenais des rendez-vous, je faisais des recherches. Et puis petit à petit, j'en ai fait de plus en plus. Et j'ai écrit les articles. Sauf que c'est lui qui les signait, qui touchait l'argent. Et il m'en donnait pas. Il me donnait rien. Oui, allez-y. J'avais même pas de quoi m'acheter une petite culotte. Et alors? Heureusement que j'avais de l'argent caché. Et alors, c'est pour ça que j'ai dit à ma fille, même si tu épouses un milliardaire, il faut que tu sois autonome avec ton argent. Ouais. Merci beaucoup, Pierrette. Bien, maintenant, nous allons passer. Merci beaucoup, Pierrette. C'était un très beau témoignage. Oui, voilà, c'est terminé. Il y a d'autres témoignages. Alors maintenant, nous allons recevoir Blanche. Blanche, alors, vous faites un métier, c'est un métier, vous êtes infirmière. Alors, racontez-nous comment ça s'est passé. Allez-y. Alors moi j'ai commencé comme aide-soignante chez des personnes âgées à la maison, à domicile. Ça faisait partie d'une association. Et puis un jour, l'association, elle a fermé. Alors moi, je me suis retrouvée sans travail. Alors il fallait bien que je gagne ma vie. Alors du coup, j'ai accepté un poste d'aide cuisinière à l'hôpital Saint-André. Mais que ça me plaisait pas du tout, parce que j'avais quand même un diplôme d'aide-soignante quand même. Mais oui, c'était pas rien. Alors, j'ai fait comme ça la cuisine pendant quelques temps. Et puis après, on m'a bourré la tête pour que je passe le diplôme d'infirmière. Alors je l'ai passé, et puis je l'ai eu. Et alors depuis je travaille à l'hôpital Saint-André au bloc opératoire. Wow. Et puis je regarde les opérations depuis la coupole. Et alors là je les vois, les chirurgiens, ils ouvrent les ventres, ils ouvrent les têtes, enfin ils ouvrent un peu tout. Et moi je regarde, c'est pas très intéressant, c'est un peu saignant. Mais bon, quand même, c'est pas mal. Et puis après surtout, ils sont endormis, hein, je vous rassure. Mais après ils les réveillent. Alors quand ils les réveillent, et bien du coup, c'est moi qui m'en occupe. Et alors je me sens... Regarde, pourquoi Rénal? Je me sens investie, reconnue, responsable et tout. Et alors pour moi c'est le nirvana, vous imaginez bien. Parce que, alors moi j'adore ce métier. Vraiment pour moi ce métier c'est ma vie. C'est ma vie
attendez, mais parce que ma vie, c'est mon métier, c'est pas simplement faire des piqûres, non, faire des prises de sang. Oh ben non, ça c'est intéressant, mais enfin bon, sans plus. Ce qui me plaît, moi, dans ce métier, c'est le contact. J'adore le contact. Le contact, pour moi, c'est tout, c'est ma vie. Ce métier, c'est ma vie. Ah mais vraiment, je suis tellement fière d'être arrivée là, vous vous rendez compte, être cuisinière, puis infirmière. Voilà, c'est tout. Quelle fougue, hein? Quelle fougue. Bon, alors maintenant, Lucette. Bonjour. Bonjour. Alors, Lucette, est-ce qu'on peut dire que finalement, dans votre métier, vous avez beaucoup voyagé? On peut le dire. Oui, on peut le dire. Non, pardon, je ne m'attendais pas du tout à cette question, parce que certes, mon métier de mannequin m'amène à voyager dans le monde entier, mais ce dont je voudrais vous parler, enfin, si vous m'aviez posé la question de ma rémunération, je vous aurais expliqué que je gagne beaucoup plus d'argent que mon mari. C'est un peu le sujet de l'émission, me semble-t-il. Voilà, bon. Alors, juste pour vous donner un exemple très concret, nous vivons, mon mari et moi, dans un petit appartement de la rue Émile Zola, pas loin de la rue Fondolège. Nous payons un loyer de 300 francs par mois. Eh bien, je fais 2 heures de pause et le loyer est payé. Voilà, tout simplement. Oui. Après, vous n'avez pas de questions. Donc, par exemple, si vous me demandiez comment mon mari dit cela, oui, c'est une question intéressante, me semble-t-il. Alors, je vous suggérerais d'abord de lui poser la question. Mais je peux m'autoriser à dire qu'il le vit très bien, car ça lui donne accès, ça nous donne accès à un confort que nous n'avons pas préalablement. Voilà. Pas d'autres questions? Très bien. Ah, je peux juste rajouter, parce qu'on pourrait s'imaginer des choses probablement, que le fait que je gagne beaucoup plus que mon mari est d'abord lié au fait que c'est un travailleur social, donc par définition mal payé, les travailleurs sociaux se reconnaîtront, et pour autant, c'est mon héros. Je l'aime, je l'admire. Car voyez, en ce moment que nous passons du temps à jaser comme ça, sur le projecteur, dans un studio bien chauffé, très bien chauffé, et bien pendant ce temps, lui-même est à la rue et accompagne des femmes prostituées à sortir de la rue justement. J'ai une admiration infinie pour son travail. Voilà, il me semble que je n'ai plus de questions à me poser. Ça tombe bien parce que... Est-ce que je vous rends le micro ou peut-être... Oui, s'il vous plaît. Ah oui, d'accord. Parce qu'il y a d'autres... Vous pensez vous en servir donc un peu. Merci beaucoup, Lucette. J'en voudrais que vous y allez, tout à fait. Je n'ai pas de votre travail, je vais parler de votre mari. Je n'ai pas de mots. Alors maintenant, nous allons accueillir Ginette. Ginette? Oui, c'est vous. Alors Ginette, est-ce qu'on peut dire que finalement, c'est suite à un épisode douloureux de votre existence que vous avez pu accéder à votre métier? Oui, c'est cela. Alors, moi, j'ai perdu mon pauvre mari d'une maladie très triste, subite. Et donc, par la suite, eh bien, j'ai dû me mettre à travailler. Et donc, je me suis dit, écoute, tu prends le taureau par les cornes, et puis, comme tu as vu ton mari travailler dans la grande distribution, eh bien, tu connais le métier. Alors, ma pauvre petite, tu vas y aller. Tu vas voir, tu prends ton petit sac, ton petit tailleur, et tu vas rencontrer les grands PDG de la grande distribution. Comme ça, eh bien oui, comme ça, au culot. Eh bien, figurez-vous, monsieur, que les grands PDG m'ont dit, eh bien, madame, nous vous embauchons en tant que responsable qualité. Culot. Eh oui. Mais alors, il faut savoir que au moment du décès de mon mari,
j'avais mes pauvres enfants, des petits-enfants. Mais heureusement, la solidarité féminine a fonctionné. Ma mère, ma grand-mère, ma tante ont été là pour m'aider. Voilà. Donc c'était vraiment, mon entrée dans le travail a été de cet acabit-là, voyez-vous. Bien, merci beaucoup. Si nous les femmes, nous pouvons travailler, c'est parce qu'il y a cette solidarité féminine. Parce qu'il n'y a rien de fait pour nous. Je veux pas. Oui, ok, merci beaucoup, madame. Quelle femme! Alors, maintenant pour terminer, hein, alors je vous propose d'accueillir Françoise. Alors, Françoise, est-ce qu'on peut dire, Françoise, que finalement, vous avez travaillé avec des stars et que vous êtes un peu une star, du coup. Hein? On peut le dire. On peut le dire. Alors, racontez-nous. Vous voulez raconter, allez-y. Je vais vous raconter comment j'ai commencé à travailler. Il faut savoir que dans ma famille, on n'est pas des feignants. Donc, un jour, mon père m'a dit, alors que j'étais étudiante, oui, s'il vous plaît, pas faire deux choses en même temps. Tu veux des sous, tu vas te les gagner. Aussitôt, je suis allée voir la boulangère en bas, je lui ai proposé mes services, elle m'embauchait le dimanche. Alors, de fil en aiguille, j'ai trouvé des petites choses à faire. Oui, des petites choses à faire. Ma maman connaissait, elle connaissait la femme de Gérard Philippe. Waouh, waouh! Ouais, elle avait ses gosses à garder. Hop, j'y allais. Et puis, Juliette Gréco. Oui, j'ai gardé ses enfants aussi. Et puis, un jour, je croise sur le trottoir l'impresario de Johnny Hallyday. Et que oui. Ok. Allez-y. Allez, continuez, on est patient de la suite. Je t'aime. Ok. Oui, L'impresario, je me suis un peu égarée. Oui, un peu. Alors, bon, ni une ni deux, il me dit, si vous voulez, je vous propose le poste de gouvernante. Ouais, et alors j'ai vu que je pouvais travailler, j'ai pris confiance en moi, sachant que dans ma famille, on n'est pas des feignants, toujours en action. Oui, et c'est comme ça que j'ai pu passer mon permis de conduire. Comme d'habitude, le matin, une sacoche à la main, j'allais prendre le train. Lorsque soudain, dans le brouillard, j'aperçois une superbe poupée dans une peau de léopard. Elle déambulait dans le brouillard et prenait comme moi le chemin de la gare. Croisant un réverbère, j'aperçus son regard, un coin de bouche d'oreille qui semblait me parler, et une main tendue pour
m'entraîner sous un ciel de palmiers avec toutes les montagnes, accrocher son sourire et l'éclater en rire, s'aimer sans plus finir, à pouvoir dormir. Mon cœur me fit cœur, je voulus l'emplacer, mais mon regard perdu ne trouva que du noir. Elle avait disparu, noyée dans le brouillard. Quand s'arrête à mes pieds le train de 5 heures, moins le quart. J'adore chanter. J'adore chanter. Parce que c'est ma maman qui m'a donné le goût de la chanson. Parce que le soir, avant de m'endormir, elle me chantait des chansons. Elle me caressait la tête. Elle me caressait les cheveux. Elle chantait doucement. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Le jour de sa mort, j'étais à ses côtés. Elle me regardait intensément, jusqu'à ce que ses yeux se ferment, définitivement. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá, está en el campo. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. L'accordéon, c'est le compagnon de toute ma vie.
pas ça à la légère. Hein. C'est lui qui m'a sauvée. C'est grâce à lui que j'ai voyagé. L'alcoolisme, pour moi, ça a commencé à 13 ans. Avec un verre d'apéritif, avec mon père. Sous les arcades à Sainte-Foy-la-Grande, après le marché. Et puis, quelques temps plus tard, c'était une bouteille de whisky chaque jour. Je la cachais dans mon sac quand j'allais à l'école. Alors j'ai tout essayé. J'ai vu des tas de psychiatres. Ça n'a pas fonctionné. J'ai intégré les Mormons. Parce que chez eux, on n'a pas le droit à l'alcool. Alors oui, j'ai arrêté le temps que j'y étais. Puis j'ai repris. Je suis allée chez les alcooliques anonymes. Alors oui, j'ai arrêté le temps que j'y étais. Puis j'ai repris. Et puis, j'ai rencontré le diatonique. Oh, j'ai du mal avec les mots parfois, maintenant. Et puis c'est l'arthrose, alors j'ai les doigts gourds et je joue pas comme je jouais avant, bien sûr. Mais le diatonique, ça a été tout naturel pour moi. Je dis toujours, le diatonique, tu l'as dans le sang ou tu l'as pas. Et grâce à lui, j'ai parcouru la France, d'est en ouest. Je jouais, je faisais la manche avec des copains violonistes. C'était joyeux. Puis je suis allée jusqu'en Allemagne, d'abord pour rejoindre une cousine à moi qui est d'origine tzigane, qui habitait à Erkirchen. Ah, on voyageait en stop, en train. Et puis, je suis allée en Pologne. Et puis, je suis allée à Amsterdam, en Hongrie, en Roumanie. Tout ça avec mes copains musiciens, tout simplement. On dormait dans les auberges de jeunesse. On jouait le soir. On dormait parfois même à la Belle Étoile, dans les parcs. Alors, voyez pourquoi je vous dis que c'est lui qui m'a sauvée. Je me souviens même d'un jour où on jouait dans un parc en Pologne. Je me suis enfuie en courant parce que quelqu'un me proposait un verre de vodka. J'ai fait le verre de vodka. C'est grâce à lui. Qu'est-ce que c'était joyeux de jouer dans les bars, dans les kermesses, tous ces endroits. Oh!
J'ai toujours rêvé de jouer du piano, depuis toute petite. Alors, adulte, bien adulte, je me suis lancée. Mais jouer des deux mains en même temps, je ne vais pas pouvoir. Ça me paraît compliqué. Je me suis jetée à l'eau, j'étais assidue parce que ça me plaisait. Enfin, au début, c'était compliqué. Mais avec beaucoup de ténacité et un entraînement quotidien, c'est ça aussi qui fait qu'on y arrive. C'est tellement incroyable d'y arriver. Voilà. Piégée dans un appartement où j'ai tout. J'ai un lit médicalisé. J'ai le repas à domicile. J'ai la télévision. J'ai tout, mais je m'emmerde à 100 à l'heure. Heureusement, j'ai des souvenirs plein la tête. Ah, Paris, les 30 Glorieuses, ma jeunesse, le boulevard Saint-Michel. Avec des copines, on allait rue Cujas, il y avait une boîte de nuit. Et on écoutait du rhythm and blues. Et du jazz. À peine rentré dans l'établissement, on était baigné de jazz. On a vu Ray Charles. Il jouait du piano et il chantait. Ah, qu'est-ce que j'ai aimé cette jeunesse. Come on everybody, clap your hands. Oh, you're looking good. I'm gonna sing my song. It won't take long. We're gonna do the twist and it goes like this. Come on, let's twist again. After the last song. Yeah, let's twist again. After the last song.
Ben oui, déjà. Mais c'est à vous de dire. C'est droit, c'est manger déjà. Vas-y. Allez, à toi, à toi une fois. Hier, j'étais bien contente. Je suis allée ramener des livres à la boîte à livres. Et là, sur le parking du Burg, eh bien, j'ai vu de la lumière. Je suis allée voir. C'était le marché de Noël. Je me suis assise sur un banc, puis j'ai regardé les enfants, le Père Noël, les illuminations. J'ai fait mon petit Noël. Moi, je suis une femme tout à fait normale. Il y a des femmes qui ont eu des vies beaucoup plus extraordinaires que la mienne. T'exagères. Mais moi, aujourd'hui, je vis ici. Et comme je dis, vous voyez, ici, c'est plutôt l'auberge de vieillesse. Mais il me reste l'accordéon. Accordé, accordé, accordéon, l'accordé, accordé, accordéon, accordé, accordéon. Maintenant, je me suis mise à la peinture. Et comme tout ce que j'entreprends, j'espère progresser. Oui, je garde la motivation, même si je n'ai que ça, et ça me plaît. Et même si je rate, je veux progresser. Bon, je pense que dans ma vie d'avant, j'étais une femme. Non, c'est vrai. Parce que je respecte tellement les femmes. Et je ne supporte pas les violences qui sont faites aux femmes. Parce que pour moi, la femme, c'est l'avenir de l'homme. Voilà. Bien, moi quand j'y pense, je me dis que j'ai traversé beaucoup de choses de la grande histoire. Et la grande histoire, elle entre dans nos vies, qu'on le veuille ou pas. C'est comme ça. Eh ben, moi, depuis que je suis à la retraite, eh bien, je me suis mise à parler. Et bah, moi, oui, moi. Mon fils, c'est la 8e merveille du monde. C'est mon soleil. Oui, et bien. Et tous les soirs, il m'appelle pour me dire bonsoir. C'est vrai, quelle chance tu as. Oui, eh bien, moi, je tiens à affirmer haut et fort que on a le droit de disposer de son corps. Voilà, quand même. Merde. Son corps, oui ou non? Alors moi, je disais donc, depuis que je suis à la retraite, je me suis mise à parler. Et si j'étais honnête avec moi-même, je me dirais que je suis plus heureuse maintenant. Je prends la vie comme elle vient. C'est comme ça. Mais moi, j'ai quand même une question. Comment vous me trouvez, vous? Moi, je sais pas.
tendre.